Versailles est le palais le plus imité de l'histoire européenne. Ses jardins, ses galeries, ses fontaines et son architecture sont devenus, pendant un siècle après sa construction par Louis XIV, le modèle de l'ambition royale à travers tout le continent et la vie qu'il abritait, le rituel élaboré, la cour étincelante, la magnificence concentrée de la monarchie française à son apogée, constituent l'image que le mot cour évoque dans l'imaginaire occidental. C'était aussi, selon n'importe quelle norme sanitaire, que les siècles suivants allaient développer. Une catastrophe biologique de tout premier ordre. Cette contradiction n'est pas accessoire. Elle constitue le fait central de Versailles en tant qu'environnement humain. Et la comprendre exige de démanteler la séparation entre la réussite esthétique et la réalité physique que les peintures, les mémoires et les récits cérémoniels conspirent tous à maintenir. Le palais était magnifique. Le palais sentait horriblement mauvais. Ces deux réalités étaient vraies simultanément et ceux qui y vivaient en avaient eu conscience dans le même temps. La culture élaborée du parfum, de la poudre et du cérémonial que développa la cour de France fut, en grande partie, une réponse au second fait déguisé en expression du premier. Il faut commencer par les toilettes, ou plutôt par leur absence. Versailles, construit pour loger le roi et sa cour dans des conditions de splendeur sans précédent, fut édifié sans infrastructure sanitaire adéquate pour la population qu'il contenait. À son apogée, le palais abritait entre 3000 et 10 000 personnes, courtisans, serviteurs, gardes, artisans, solliciteurs et tout l'appareil de soutien d'une cour qui était à la fois un gouvernement, une institution sociale et la principale scène de démonstration du pouvoir royal français. Selon la plupart des témoignages, il ne possédait pas un seul cabinet d'aisance suffisant pour une telle population. À la place, il y avait un système de pots de chambre, de chaises percées et d'usage informel des coins, des couloirs, des escaliers et des jardins que les sources décrivent avec une vivacité que les histoires architecturales tendent à omettre. Les pots de chambre étaient vidés par les fenêtres lorsque celles-ci donnaient sur l'extérieur et dans les couloirs lorsqu'elles ne le permettaient pas. Ainsi, les couloirs de Versailles accumulaient les rejets biologiques de milliers de personnes avec une régularité que les contemporains remarquaient et que le personnel de nettoyage, aussi nombreux fut-il, ne pouvait jamais totalement maîtriser. Le duc de Saint-Simon, dont les mémoires sur la vie à Versailles constituent l'un des récits les plus détaillés jamais écrits sur la vie de cour, décrit l'odeur des couloirs comme une caractéristique permanente du palais, non comme une situation exceptionnelle. Les jardins, qui faisaient la fierté du dessin de Le Nôtre et représentaient l'architecture paysagère la plus célébrée d'Europe, remplissaient une fonction sanitaire que les récits élogieux ne mentionnent pas. En pratique, ils servaient de principale latrine extérieure de la cour et les règlements que Louis XIV publiait périodiquement pour exiger que les jardins soient débarrassés des excréments humains avant les promenades royales comptent parmi les documents les plus révélateurs des archives de Versailles. Révélateurs non seulement de la pratique qu'ils décrivent, mais aussi de la fréquence avec laquelle il semblait nécessaire de rappeler de tels ordres. La situation de l'approvisionnement en eau aggravait encore le problème sanitaire d'une manière que l'exploit technique du système hydraulique de Versailles tend presque entièrement à dissimuler. Les fontaines de Versailles, alimentées par un système hydraulique élaboré dans lequel Louis XIV engloutit des sommes énormes sans jamais parvenir à satisfaire pleinement son ambition d'un fonctionnement continu, furent l'une des merveilles techniques de l'époque. L'eau destinée à la boisson et à la toilette dans le palais relevait d'un système distinct, moins célébré, dont la qualité demeurait une préoccupation constante, comme le montrent les dossiers médicaux de la cour à travers la fréquence des troubles digestifs parmi les résidents permanents du palais. Se laver à Versailles n'était pas l'activité fréquente que les rituels d'habillage raffinés de la cour pourraient laisser imaginer. Le grand lever du roi, cette cérémonie du réveil, et de l'habillage que Louis XIV transforma en événement politique auquel assistaient les plus hauts rangs de la noblesse qui se disputaient le privilège de lui tendre sa chemise, n'était pas une cérémonie de bain. C'était une cérémonie d'habillage. Le roi était, la plupart des matins, simplement épongé plutôt qu'immergé, avec des linges humectés d'eau, de vin ou d'alcool. Et ce nettoyage de surface constituait la principale pratique d'hygiène personnelle du monarque le plus puissant d'Europe. Louis XIV lui-même ne se serait baigné, d'après les estimations tirées des archives médicales, que 2 ou 3 fois durant toute sa vie adulte. Cela n'avait rien d'inhabituel pour l'époque. La théorie médicale du temps soutenait que l'eau ouvrait les pores et laissait pénétrer les maladies, que la couche protectrice de saleté accumulée sur la peau défendait contre les miasmes et que le bain était donc dangereux plutôt que bénéfique. Cette science était entièrement fausse, elle était pourtant admise par les esprits médicaux les plus instruits de France et suivie par les personnes les plus puissantes d'Europe, avec une constance telle qu'elle produisit un environnement olfactif que les propres documents de la cour rendent impossible à romantiser.
Le parfum était la technologie par laquelle la cour de Versailles tentait de combler l'écart entre sa réalité sanitaire et ses aspirations esthétiques. L'industrie française du parfum, encore aujourd'hui la plus prestigieuse du monde, s'est développée directement à partir de ce besoin. Et le raffinement de la parfumerie française, au XVIIe et XVIIIe siècle, est inséparable de la demande pratique à laquelle elle répondait. La cour de Louis XIV était connue comme la cour parfumée. La cour parfumée et les quantités de senteurs appliquées sur les corps, les vêtements, les perruques, les gants et les mouchoirs n'étaient pas de simples expressions de luxe. C'étaient des interventions fonctionnelles dans un environnement social où la proximité d'autres corps humains était inévitable et où ces corps n'avaient pas été lavés depuis des semaines. Les perruques, si centrales dans l'image visuelle de la cour de France, représentaient elles-mêmes un problème d'hygiène autant qu'une solution. La mode des immenses perruques poudrées qui atteignit son apogée à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, venait en partie de la calvitie précoce de Louis XIV et en partie de l'avantage pratique qu'une perruque aurait par rapport aux cheveux naturels. On pouvait l'enlever, la traiter contre les poux et la replacer d'une manière que les cheveux sur la tête ne permettaient pas facilement. Les perruques étaient poudrées avec de la farine ou de l'amidon qui absorbait une partie des graisses et des odeurs qu'elles accumulaient. Elles étaient aussi chaudes, lourdes et peuplées par les mêmes insectes que ceux qui infestaient les vêtements et les corps en dessous, et la poudre qu'on y appliquait chaque jour se dispersait dans l'air puis se déposait sur toutes les surfaces des pièces où elle était utilisée. La nourriture à Versailles représentait une autre dimension du tableau sanitaire que les récits de festins royaux ont tendance à masquer. Les cuisines du palais comptaient parmi les plus vastes d'Europe, préparant des repas pour des milliers de personnes à la fois, et les plats qui en sortaient pour parvenir à la table royale avaient de souvent parcouru de longues distances à travers des couloirs et des salles à des températures qu'aucun système de réfrigération ne venait tempérer. Le célèbre appétit de Louis XIV, on disait qu'il absorbait en un seul repas des quantités que les observateurs modernes décrivent, avec le même mélange d'admiration et d'effroi que ses contemporains, était soutenu par un système de cuisine produisant à une échelle telle que le contrôle de la qualité constituait un défi permanent. Les courtisans qui assistaient au repas du roi ne mangeaient pas tous des cuisines royales, beaucoup entretenaient leurs propres arrangements dans les appartements qui leur avaient été attribués dans le palais, cuisinant sur des braseros dans des pièces non conçues par le su pour cela, mangeant des aliments apportés de l'extérieur du palais par des domestiques qui les avaient achetés sur les marchés de la ville de Versailles, et se débarrassant des déchets de ces installations par les mêmes systèmes improvisés que ceux utilisés pour tous les autres rebuts. Le palais n'était pas une maison unifiée avec des normes cohérentes. C'était une ville dans un bâtiment avec toute la variété, toute l'improvisation et toute l'accumulation de débris biologiques qu'une ville produit. Ce qui soutenait cet ensemble, ce qui permettait à cet environnement de fonctionner comme l'adresse la plus prestigieuse d'Europe, d'attirer et de retenir les hommes les plus puissants et les plus ambitieux de France, de servir de modèle aux cours de Berlin à Saint-Pétersbourg, c'était le pouvoir que conférait la résidence à Versailles. La proximité du roi, l'accès au patronage, aux faveurs et aux décisions qui façonnaient les carrières et les fortunes, valaient si bien l'odeur. Les courtisans qui se disputaient férocement des appartements dans le palais, aussi insuffisants, partagés et odorants fussent-ils, faisaient un calcul rationnel. L'inconfort était le prix de la proximité. Et la proximité de Louis XIV était, dans la France du XVIIe siècle, la chose la plus précieuse au monde. Voilà la vérité répugnante de Versailles. Non pas que les gens qui y vivaient fussent répugnants, ils étaient les produits de leur époque, agissant dans le cadre des connaissances médicales et des techniques de sanitaire que leur temps mettait à leur disposition. Mais le palais royal, le plus célébré de l'histoire européenne, le modèle de tous les fantasmes ultérieurs de magnificence monarchique, était aussi un bâtiment dans lequel des milliers de personnes urinaient dans les couloirs, où le plus grand roi d'Europe ne se baignait que 2 fois dans sa vie, et où la culture du parfum la plus sophistiquée de l'histoire se développa non comme un art, mais comme une nécessité. La dorure était réelle, tout ce qui se trouvait dessous l'était aussi.